Bienvenue au podcast Jason Ambition, le podcast qui t'inspire à devenir la meilleure version de toi-même. Animé par votre préféré, Rosalie Boyer. Le podcast à Rosalie. Le podcast à Rosalie. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Jason Ambition. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Valérie Chevalier qui est avec nous en studio. Salut, ça me fait plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Mais merci à toi d'avoir accepté. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est très importante dans le paysage télévisuel au Québec. On t'a vu notamment dans le rôle de Nadia Filion dans Lancer Compte, entourée de Jason Roy-Léveillé, Marina Orsini, Marc Messier, Sébastien Delorme et plusieurs autres dès ton jeune âge. À part d'être actrice, en fait, t'es animatrice, auteure, doubleuse, scénariste. En bref, tu rayonnes vraiment, Valérie. Comment tu fais? Eh mon Dieu, c'est une grande question. Comment je fais? Bien, je pense que je prends... il paraît que pour manger un éléphant, c'est une bouchée à la fois. Je pense que c'est ça un peu ma carrière, dans le sens où il y a plein de choses que je veux faire. J'ai des grandes ambitions, il y a plein de défis que j'ai envie de relever. Puis en même temps, bien, il y a juste 24 heures dans une journée. Puis je pense que c'est d'aller un peu au gré des opportunités, puis aussi de provoquer un peu le destin des fois en se disant, ben c'est ça, des fois, il faut partir des affaires par nous-mêmes si on veut que ça fonctionne. Je pense que c'est un équilibre entre les deux. Valérie, j'aimerais commencer par parler de tes débuts, explorer un peu comment tu as développé cet intérêt-là pour le monde des communications, pour le monde de la télévision. D'où est-ce que c'est venu cet intérêt-là? Je peux même pas dire, parce que d'où c'est loin que je me souvienne, j'ai toujours été intéressée par les arts, par la culture, par la télévision, par le théâtre. Quand j'étais jeune, je faisais des spectacles de théâtre, je faisais du bricolage. Sinon, on avait une valise, je pense que c'était une grosse valise avec des clips, là, les grosses valises. Oui, je pense que j'ai connu ça aussi. Là. Puis ma mère, elle nous avait mis plein de matériel de papier construction, des ciseaux qui faisaient des formes spéciales, des crayons, puis c'était vraiment mon activité préférée en dehors de tous les jeux. J'aimais bricoler, j'aimais créer, j'aimais faire de la peinture, j'aimais... Puis faire des spectacles. Tu sais, me déguiser, faire des spectacles. J'ai un frère et une sœur. On était assez rapprochés en âge. On a comme 1 an et demi de différence chacun. Fait on jouait beaucoup ensemble. Puis on choisissait chacun notre tour des activités. Puis moi, c'était toujours des spectacles. Aux grandes dames de mon frère et ma sœur qui n'avaient pas nécessairement de passion pour ça, mais... de se déguiser, mon pauvre frère que j'ai déguisé en femme tellement de fois, que j'ai maquillé, que j'ai... Oui, il embarquait, puis, mais tu sais, c'est sûr que c'était pas nécessairement sa passion, mais moi, c'était vraiment mon activité préférée. Je me rappelle, on avait imprimé des thèmes d'improvisation, là, tu sais, pour faire des matchs d'improvisation. Mon père, on avait écrit à l'ordinateur, qui avait imprimé. On les avait collés sur des papier construction de couleurs, tu sais, à quel point on est enfant quand tu fais ça. Puis on faisait des matchs d'improvisation, tu sais, à un moment donné, on les connaissait, les thèmes, là, mais c'est pas grave, on jouait, puis tu sais, on faisait comme si c'était des vraies parties, puis j'adorais ça. Mon frère, ma sœur, non, mais on jouait pareil. Fait que c'était déjà tes débuts dans ce domaine-là, par le biais de tout ce que tu pouvais mettre en place par toi-même, tes propres initiatives, puis t'embarquais ton monde. T'avais déjà ce sentiment-là de créer une certaine communauté, j'imagine, à travers l'art, puis à travers créer des liens avec les autres. Je sais pas à quel point c'était pour créer des liens, mais c'est parce que j'aimais l'univers du spectacle. J'aimais faire un spectacle, créer des personnages, changer ma voix, me déguiser. C'est beaucoup ça que j'aimais. J'ai commencé assez jeune à faire des cours de théâtre. J'ai grandi à Repentigny, puis il y avait une école de théâtre où on montait des pièces. Puis je pense que je devais avoir 8 ans quand j'ai eu mes premiers cours de théâtre. Puis j'aimais tellement ça. Ensuite, quand je suis rentrée au secondaire, il y a toujours 2-3 options d'école dans ton coin, ton école de quartier, des collèges. Puis moi, je suis allée à une école publique qui s'appelait Paul Arsenault, qui s'appelle encore comme ça d'ailleurs, et qui proposait une concentration artistique. Fait que j'avais des cours de danse, musique, art et art dramatique, première année. Deuxième année, on choisissait 2 disciplines. Puis les 3 dernières années, on se spécialisait dans une. Puis moi, j'ai choisi l'art dramatique. J'étais impliquée dans l'équipe d'improvisation. J'ai été capitaine de mon équipe d'impro. On faisait des tournois. C'est tout ce que je pouvais faire qui me permettait de pratiquer cet art-là, je le faisais. T'en mangeais, là, vraiment, à ce moment-là. Oui, vraiment. Wow, OK. Bien, ça commençait déjà en force dès 8 ans, alors? Oui. Puis est-ce qu'il y a eu un certain déclic, un moment où t'es passé du théâtre à la télévision?
Ça s'est fait comme en 2 temps parce que, tu sais, quand t'es jeune, tu peux pas devenir animateur, tu peux pas pratiquer de la radio. Il y a pas des ateliers de radio pour les enfants ou de télé. Fait que pour moi, pertinent à voir, par ça contre. serait chouette. Ouais. Mais c'était vraiment le théâtre qui me permettait de toucher à ce milieu-là. Mon frère avait un ami qui faisait des photos dans des magazines là, pour enfants de mode et tout ça. Puis je me souviens que sa mère était venue le chercher après que mon frère et lui aient joué un peu. Puis mes parents discutaient de ça. Puis quand il est parti, j'ai dit pourquoi je peux pas être dans une agence, moi aussi? Parce qu'il était dans une agence qui représentait des comédiens et des mannequins, dans le fond, enfants. Puis elle avait dit, ben quand tu seras assez grande pour faire tes démarches toi-même pour trouver une agence, tu le seras. Puis là, je me souviens d'avoir dit... Ben là, fallait le dire. Ouais, Puis, tu sais, j'avais 12 ans. Il manquait juste ça ben pour oui. que... Moi, c'est comme si je pense que j'avais souvent verbalisé qu'on regardait la télé, mettons, puis je disais, j'aimerais ça, moi aussi, jouer à la télé, ou j'aimerais ça avoir des rôles, ou tu sais, c'est un peu flou, tu sais pas trop comment ça marche, mais tu sais, puis là, j'avais entendu dire qu'il y avait des agents, j'aimerais ça être dans une agence, mais tu sais, tu le lances, puis ça existe pas nécessairement. Puis là, quand ma mère m'avait dit ça, je me souviens, on avait les bottins téléphoniques. Là, je ne suis pas si vieille que ça, mais quand même, on avait les bottins téléphoniques avec les pages jaunes. Là, où ça, c'était les magasins, les trucs plus commerciaux. Puis j'avais regardé les pages jaunes pour trouver une agence. Puis il y avait une agence à Repentigny. J'avais contacté moi-même. Puis l'année même, dans le fond, j'ai eu une agence à 12 ans. C'est moi qui ai fait mes démarches pour en trouver une. Wow! J'étais bien motivée. Mais j'imagine qu'en recevant l'appel, en se disant « Hey, c'est la petite fille de 12 ans qui nous appelle directement », ça veut dire qu'elle est déjà persévérante, qu'elle a déjà une certaine assurance dans ce domaine-là. Tu sais, ça prend quand même du courage là, à 12 ans pour prendre cette initiative-là de nous-mêmes, que ça nous vienne naturellement. Tu sais. Fait mais j'étais dégourdie, dégourdie, je pense. J'étais dégourdie, puis j'étais très fonceuse, puis j'étais pas peureuse. Tu sais, dans ce domaine-là, je suis pas peureuse pour grand-chose en général, mais j'étais très déterminée. Je pense que c'est peut-être ma plus grande qualité, la détermination. Tu sais, quand je veux quelque chose, quand je choisis quelque chose... C'est que tu vas l'avoir. Bien, pas nécessairement que je vais l'avoir, mais que je vais travailler fort pour y arriver. Tu sais. Après, il y a des choses qu'on contrôle pas, il y a des impondérables, mais on dit souvent, concentre-toi sur les choses que tu peux contrôler, puis laisse aller les autres. Je suis assez de cette école-là, même si des fois, on se laisse un peu troubler par des affaires sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Mais oui, c'est ça. Je pense que quand tu veux quelque chose, de travailler pour l'obtenir, de mettre les efforts pour que ça fonctionne. Tu sais, moi, à ce moment-là, quand j'avais appelé cette agence-là, ils m'avaient dit, les auditions, c'est à l'automne. Fait que, puis on était au début de l'été. Zut, c'est encore loin. Long. Mais j'avais rappelé 2 fois dans l'été. Bon, les auditions, avez-vous votre date? Avez-vous votre date? Il n'y avait pas la date. Oui, on a la date. On n'a pas encore les textes d'audition. OK. Puis là, finalement, j'avais les textes d'audition. J'ai pratiqué. J'étais allée à l'audition. Puis j'ai décroché finalement une place dans leur agence parce que ça fonctionnait comme ça. Ouais. Puis, est-ce que tu as toujours eu ce sentiment-là d'être fonceuse, ce petit spark en dedans de toi qui te permettait d'avoir cette détermination-là? Est-ce que tu as toujours eu ça? Oui. Ouais. Je sais pas ça me vient d'où, en fait, mais j'ai pas souvenir, tu sais, d'avoir douté de moi ou de mes capacités ou pas que je sois la meilleure. Je m'imaginais pas la meilleure, mais j'étais très déterminée, c'est ça. J'étais persuadée que en travaillant fort, j'allais y arriver. C'était probablement un peu candide de ma part, mais quand t'es jeune... mais c'est une belle naïveté. C'est une naïveté qui peut t'ouvrir beaucoup d'opportunités, qui peut t'ouvrir beaucoup de portes aussi, là. C'est très important dès un jeune âge de développer ça parce que ça ouvre des portes jeunes qui, après, te permettent en tant qu'adulte de t'accomplir plus que jamais puis de vraiment trouver ta voie dans un sens. C'est un peu ce que je fais avec le podcast dans le sens que j'essaie de me pratiquer parce que si je peux en faire un métier un jour, ce serait mon rêve. Puis je sais que c'est possible dans un sens de faire de ma passion un métier. Puis je trouve que tu en es un bon exemple justement parce que on le voit depuis que tu es jeune, que tu te donnes dans ce métier-là puis que c'est vraiment comme... T'as la piqûre, là, puis c'est quand même impressionnant de voir que t'as jamais remis en doute soit tes capacités ou que t'as jamais cru que c'était pas possible. T'sais, malgré le fait que tout le monde dit que le métier, c'est instable puis que le domaine des arts, mais ça c'est vient vrai, avec des par défis. exemple, c'est vrai. Mais je pense que j'avais une candeur. J'ai toujours eu en moi cette détermination qui faisait que je fonçais, mais je pense que j'ai aussi eu un cadre qui me permettait d'être... pas dans cette naïveté-là, mais dans cette espèce de watt qui me permettait de dire j'ai confiance en moi, je suis bonne, je suis belle, je suis capable, je fonce. J'avais à manger, j'avais un toit, j'étais bien à la maison, je manquais de rien. Je pense que
Tu sais, dans la vie, on part tous avec un jeu qui est différent. Moi, j'avais un beau jeu. Tu sais, c'est plus facile. C'est plus facile de dire c'est un métier difficile, mais je fonce quand même quand t'as jamais manqué de rien. Tu sais. Ouais. Si j'avais eu une enfance plus difficile ou que j'avais vu mes parents tirer le diable par la queue, avoir de la difficulté à amener des sous, à amener de quoi nous nourrir, ben, je suis pas sûre que je me serais lancée dans un métier en me disant « Oh, il paraît que c'est super difficile, puis je sais pas si je vais arriver à bien en vivre. » Tu sais, je pense que le fait de me sentir un peu protégée de ça, du fait de manquer de quelque chose, amène une légèreté qui fait que tu peux foncer puis t'émanciper puis être beaucoup plus dans le plaisir de faire les choses. T'sais. Fait que ça, c'est important pour moi de le préciser parce que tout le monde n'a pas la même chance. Je pense qu'il y en a qui sont moins déterminés, fonceurs. Après, il y a du travail, ça demande beaucoup d'efforts pour se rendre là, peu importe ton background. Mais je pense que quand tu as un background qui est favorable, qui fait en sorte que tu es bien puis que tu manques de rien, je pense que tu pars avec une longueur d'avance sur tout le monde. Oui, dans ce temps-là, c'est un petit peu plus facile de se démarquer puis de gagner confiance en soi. Pour la confiance, je pense déjà pour la confiance, mais pour la peur de manquer de quelque chose. En vieillissant, en faisant un travail qui est justement instable, tu en parles, puis je réalise maintenant, il y a des moments où tu travailles moins, où tu as moins de revenus. Quand tu as des responsabilités comme là, mettons, j'ai une hypothèque, ben là, tu es plus à la merci de « Ah, il faut que je travaille, puis si j'ai rien, il va falloir que je trouve autre chose. » Quand tu es jeune, puis que tu vis chez tes parents, puis que tu es bien, puis que tu as peu de nécessité à payer, tu es comme « Mais moi, je veux vivre de ce que j'aime, je veux faire ce que j'aime dans mes journées. » Il y a quelque chose du jeu de dire « J'ai envie de remplir mes journées de choses qui me rendent heureuse. » Mais quand tu vieillis, tu comprends que si tu arrives à rallier les deux, c'est génial, mais à un moment donné, il faut aussi gagner sa vie, il faut aussi être capable de vivre. Fait que je pense que c'est pour ça que je trouve important de préciser que quand tu es confortable et que tu manques de rien, ça garantit pas que tu vas avoir du succès, ça garantit pas que tu as du talent, mais ça te donne des prédispositions pour être capable de fleurir dans tout ça de façon beaucoup plus confortable et sans inquiétude, je pense. Mais je pense qu'en grandissant, on est dans une période aussi où, dépendamment des familles, dépendamment des contextes, on peut se permettre de prendre plus de risques aussi que lorsqu'on est rendu adulte. C'est pour ça que plusieurs adultes nous disent « Profite de ta vingtaine, c'est les plus belles années de ta vie. Tu peux t'ouvrir des portes, des opportunités, fais tout ce que tu veux, voyage. » Mais après ça, ça reste que ça vient avec un certain stress aussi de performance dans un sens. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as déjà été victime en quelque sorte? Est-ce que tu as déjà vécu du stress de performance? Du stress tout court, oui. De performance, je sais pas à quel point. Je pense que je suis quelqu'un qui se met quand même de la pression parce que je suis une personne perfectionniste, parce que je sais aussi la chance que j'ai de faire ce métier-là, qui est d'être animatrice ou comédienne, ou j'ai plusieurs chapeaux, mais je pense que pour moi, c'est un privilège de faire ce métier-là. Il y en a plein qui rêvent de le faire. Fait que quand on t'offre un rôle, quand on t'offre un contrat, quand on t'offre un mandat, c'est un peu de ton devoir d'être à la hauteur de ce privilège-là qu'on t'offre, puis d'essayer de l'honorer. Fait que c'est sûr que des fois, quand tu es plus stressé, que tu as beaucoup de choses en même temps, des fois, tu peux te mettre une pression pour dire « faut quand même que je l'honore puis que je le fasse bien ». Ça, c'est important pour moi. C'est pas nécessairement tout le monde, mais pour moi, c'est important. Mais oui, je suis très perfectionniste. Puis des fois, là, c'est arrivé où j'avais plusieurs contrats en même temps puis je faisais un peu « OK, là, il y en a beaucoup, puis tu es fatigué, puis tu peux pas rien lâcher. Non, c'est ça. Les Chaque horaires contrat sont est là. précieux. Oui, puis c'est aussi, tu peux pas dire « Ah, je le finirai plus tard, celui-là. » Cette émission-là, on la tournera l'année prochaine. Non, c'est maintenant. Fait que faut que, quand la caméra roule, il faut que tu sois prêt puis que tu connaisses ton texte, que tu sois préparé, puis ça part. T'sais. C'est de l'adaptation, de l'organisation. Oui, fait quand même du stress. C'est arrivé, mais aussi en vieillissant, t'essayes de mieux. Tu connais plus tes limites. Là. Des fois, t'es allé les toucher un peu. Ça m'est arrivé là, de me rendre au bout puis de faire OK, là, j'ai besoin de respirer. Ouais, j'ai besoin de m'arrêter un peu. Fait que quand tu sais, il est où, là, il est où le précipice, là, tu t'arranges pour plus te rendre. Fait que je pense que plus tu vieillis, plus tu te connais, plus tu fais hey, là, j'ai 3 options. Les 3 me tentent, mais je peux pas prendre les 3. T'sais. Quand tu commences, tu fais OK, on va tout faire, ça va rentrer, on est correct. T'sais. Finalement, des fois, tu te casses la gueule. J'ai jamais eu de problème. J'ai toujours réussi à finir les affaires, mais des fois, tu finis un peu la langue à terre. Fait que c'est le fun en vieillissant de connaître un peu plus tes limites puis de dire aussi, j'ai besoin de plus de temps pour celui-là ou voici les paramètres dans lesquels je me retrouve en ce moment. Est-ce que ça vous convient? Des fois, il y a moyen de négocier, mais quand t'es jeune, t'oses pas demander plus de temps ou de l'espace. Ou,
Maintenant, tu sais, comme on pourra y revenir plus tard, mais maintenant, j'écris des livres. Puis avant, tu essayes de toujours rentrer puis de le faire pour hier. Puis maintenant, je suis comme... J'en parle pas trop tant qu'il n'est pas commencé ou tant que je suis pas avancée un peu parce que sinon, ça impose des dates de tombée, tu sais, des fois qui viennent super vite. Puis là, tu finis par avoir des nuits blanches parce qu'il faut que tu travailles. Puis le moins possible. J'essaie le moins possible. J'essaie de me protéger de moi-même. Est-ce que tu as développé justement des outils pour faire en sorte que tu te ramasses pas proche du précipice ou c'est encore difficile de jauger un petit peu? Je pense que la ligne est mince. J'en parle souvent avec des gens qui sont pas autodidactes, qui sont travailleurs autonomes, là, qui sont leurs propres patrons. Puis la ligne est tellement mince entre je travaille pas assez, ça m'inquiète, je m'ennuie, j'ai le goût de faire plus, puis là, j'en ai trop. J'en ai trop, je travaille trop, j'ai trop d'affaires en même temps. J'aurais besoin de me reposer, là, tu sais. Puis la ligne est mince, puis c'est parce que des fois, t'en prends trop aussi en sachant que t'en as pas eu assez l'année d'avant ou que t'as peur que l'année suivante t'en manque. Fait que je pense que c'est un équilibre entre avoir confiance puis aussi se connaître puis se respecter puis se dire, ben si j'en prends trop, je vais juste pas être bonne. Je vais pas être capable de donner mon 100% dans ces mandats-là. Fait que même si j'aurais envie d'en prendre 5, je le sais que ma limite, c'est 2 ou 3. Puis de voir... D'avoir un peu de sagesse, là, c'est plate, mais ouais. Mais c'est important, tu sais, c'est un signe de maturité aussi, puis un signe d'expérience. C'est pour ça que c'est intéressant de commencer jeune, parce que ça permet de développer justement tous ces outils-là pour gérer mieux son temps, gérer mieux ses performances dans un sens. Tu sais, si on veut être à la hauteur pour tous les contrats dans lesquels on a été engagé, on n'a pas le choix de trouver des stratégies pour que ça fonctionne bien gérer notre temps, bien se préparer aussi. J'ai parlé avec un acteur récemment qui me disait, lui, c'est tellement important d'être dans un bon mindset, un bon état d'esprit avant de faire ses self-tapes, par exemple, qui envoie pour des rôles, tout ça, parce que c'est vraiment crucial après à comment il va se sentir par rapport au rôle. Qu'il l'aille ou qu'il l'aille pas, c'est vraiment important pour lui parce que ici, il sait au moins qu'il était dans le bon état d'esprit, qu'il se sentait pas comme... Je vais utiliser l'anglicisme, mais overwhelmed, très booké de partout, puis qui avait du temps pour lui, qui se sentait reposé. Il sait que sa performance va vraiment être optimisée à ce moment-là. Fait que c'est aussi ça, là, je pense, d'être à la hauteur de nos propres attentes. Puis quand on voit qu'on l'est même pas de nos propres attentes, c'est difficile de se dire puis d'avoir la confiance qu'on va l'être aux yeux d'un producteur, d'un réalisateur qui compte sur nous aussi, là. Ouais. Mais tu sais, même, tu dis d'être dans un bon état d'esprit plutôt que overwhelmed, mais je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi de savoir que tu vas pouvoir donner le maximum puis que t'es en forme, t'es disponible, tu peux le donner. Mais je pense aussi que la contrepartie aussi, c'est que si t'es pas assez... comment j'expliquerais ça? Si tu sais que tu étais trop fatigué, que tu t'étais couché tard la veille parce que tu avais un autre contrat, puis tu le fais, même si tu as l'impression d'avoir donné ton 100% à ce moment-là, si tu sais que tu n'étais pas dans ton max, si tu le décroches pas, tu peux te dire « Hey, c'est peut-être parce que j'avais pas assez dormi, c'est peut-être parce que j'ai trop travaillé la veille, c'est peut-être parce que j'avais pas assez pratiqué mes textes, c'est peut-être... » Tu sais, c'est facile de pas se taper sa tête, mais de se dire... De se blâmer. En fait, mais quand tu fais tout dans ton pouvoir, tu sais, ça m'est arrivé de passer une audition, de bien travailler mes textes, d'être disponible, puis de pas le décrocher, ça fait pas moins mal de pas l'avoir. Mais quand tu sais que tu as tout donné, tu peux te dire, regarde, moi, j'ai donné mon 100%, ils m'ont pas pris, mais ils ont vu mon 100%. Fait que c'est peut-être pour des considérations physiques, je ressemblais peut-être pas. J'étais peut-être trop jeune, ils ont peut-être pris un gars, il y a plein d'options. Mais quand tu sais que tu as donné ton 70% puis pas plus, puis qu'ils t'ont pas pris, tu peux toujours te dire, si j'avais donné mon 100%, est-ce qu'ils m'auraient pris? Puis ça, c'est pas le fun de vivre avec ce doute-là. Fait que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est bien de toujours essayer d'être le plus près de ton max possible. Puis, on l'a expliqué un peu plus tôt, tu sais, t'es un modèle d'ambition, t'es un modèle de persévérance, t'as toujours eu cette drive-là. Est-ce que quand t'étais jeune, t'as eu des modèles comme ça, autant à la télévision que dans le domaine du spectacle, des arts? Est-ce que tu t'es inspiré du parcours de certaines personnes pour te dire « Hey, moi, c'est de cette personne-là que je veux suivre les traces ». Mon Dieu, c'est une bonne question. J'aimais beaucoup les comédiennes quand j'étais jeune parce que je voulais jouer, je voulais être comédienne. Donc, il y en a plusieurs que j'ai suivies, que j'ai beaucoup admirées. Mais sinon, les animatrices, je pense à Véronique Cloutier qui, à l'époque, avait... elle animait La Fureur quand j'étais jeune. Elle avait des gros plateaux, elle avait des magazines. Elle animait à la radio aussi. Elle
Elle était partout. Elle était partout. Mais même encore Elle était aujourd'hui. même encore aujourd'hui, mais tu sais, elle était comédienne aussi. Là, c'est sûr que c'est pas nécessairement les dangereux qui sont passés à l'histoire, mais elle touchait à tout ce que je voulais toucher. La radio, le jeu, l'animation. Elle a même eu son magazine. Fait que, tu sais, pour moi, ça, je trouvais ça vraiment chouette parce que c'était une personne qui faisait pas une seule chose non plus. Julie Snyder aussi, dans les plus vieilles productions, le Point J, L'Enfer, c'est nous autres. J'ai toujours beaucoup aimé sa fougue, son audace, son côté un peu courageux, puis aussi un peu foufou. Là, ça m'a toujours plu. D'ailleurs, c'était une de mes inspirations quand j'ai commencé à faire La Culottée, qui était des capsules qui étaient sur le web, que j'ai faites quand je suis sortie du baccalauréat en télévision. C'était ton premier contrat? Oui, mais j'avais pas de travail, en fait, à ce moment-là. Puis j'étais allée voir MSN dans le temps, qui diffusait des vidéos un petit peu du contenu web. Il n'y en avait pas beaucoup encore à ce moment-là. Puis j'ai fait ça. Écoute, on n'avait tellement pas beaucoup d'argent. Puis je payais un réalisateur, un monteur, 2 caméramans, un preneur de son. Puis je faisais mes costumes. Mon Dieu, mais tu sais, on faisait pas d'argent. Mais en même temps, mon réseau de l'UQAM, tu sais, j'ai étudié en télévision. Oui, ça t'a créé des contacts. On sait à quel point les contacts dans l'industrie, c'est ce qui fait la différence. Vraiment. Puis tout le monde aussi sortait un peu de l'école, puis il n'y avait pas nécessairement, tu sais, des gros salaires, tout ça. Puis il était game de faire des projets un peu de cœur. Gagner de l'expérience. Oui, j'ai eu de l'aide pour ça. Puis ça, en fait, ça a fait que j'ai été un peu remarquée parce qu'il y avait pas, tu sais, il y avait pas les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. On faisait pas du contenu autant instantané sur le web. Puis ça, on sortait la capsule dès le lendemain d'un tapis rouge, par exemple, ou d'un événement. Puis c'est ce qui m'a propulsée un petit peu puis qui m'a permis de décrocher mes premiers contrats en télévision. C'est fou, hein, quand même, que tu te sois lancé dans le vide comme ça pour un contrat que tu savais d'avance qu'il allait pas nécessairement être payant, mais qui allait potentiellement t'ouvrir des portes, puis que ces portes-là ont été payantes en bout. Mais c'est comme ça c'est comme ça que ça commence parce que moi, je suis sortie du bac. J'avais, un petit démo de fin de bac en télévision, mais tu sais, t'as quoi, 19, 20 ans, puis là, mettons 20, 21, là. Puis là, tu sors, puis là, tu veux faire de la télé, mais personne te connaît, puis t'as pas d'expérience non plus. Puis là, tu te dis, en même temps, personne va me connaître si j'ai pas d'expérience. Puis là, il faut que j'aille de l'expérience pour que les gens me connaissent. C'est comme la poule et l'œuf. C'est vraiment ça. Puis là, je me suis dit, regarde, je vais faire des choses, même si c'est pas payé, sur le web, puis ça va peut-être m'apporter une visibilité. Puis comme de fait, ça a été le cas, mais tu sais, il faut... Tantôt, je disais, il faut faire les choses, il faut travailler. Ça veut pas dire que ça va fonctionner, mais si t'attends que le téléphone sonne, les chances sont que ça arrivera juste pas. Oui. Faut vraiment mettre sur pied ses propres initiatives. Oui, puis, comme tu le fais avec ton podcast, là, tu sais. C'est ce que j'essaie de faire, mais tu nous as brièvement parlé un peu de ce à quoi ressemblait le bac en télé à ton époque, si je peux me permettre, quand tu as gradué. Oui. C'est quoi les grandes différences que tu remarques entre le milieu de la télévision quand tu as gradué de ton bac, quand tu étais étudiante à l'époque, et maintenant que tu es chargée de cours aussi? C'est comme un full circle moment pour toi? Oui, vraiment. Moi, j'ai fini en 2011, mon bac, 2008 à 2011. 2008, là, si je me reporte, ça fait, c'est ça, un peu plus que 15 ans. Mon Dieu, le temps passe vite. Oui, ça passe très vite. C'est pas original, mais ça passe vite. Mais qu'est-ce qui a changé? Je pense que déjà à l'époque où j'ai étudié en télé, on parlait d'une transformation de la télévision, d'une mutation. Tu sais, 2008, il y avait quand même les Facebook qui existaient, Instagram, est-ce que c'était arrivé? Je sais pas si c'était encore là. Je pense que c'était pas dans les habitudes. MSN était là. Mais tu sais, le fait d'avoir vraiment du contenu web, c'était quand même moins présent. Là. Il y avait des sites, mais il y avait plutôt des capsules. C'était des 2-3 minutes, un peu comme des topos qu'on retrouvait sur Internet, qu'on pouvait aller voir, des reportages. Mais il n'y avait pas autant des petites snaps, là, des petites histoires courtes. Mais on sentait déjà qu'il y avait un mouvement qui s'opérait, je pense, dans la télévision. Puis moi, j'ai passé ma jeunesse à écouter de la télévision québécoise, à la télévision, avec ma mère, avec ma famille. J'écoutais Un gars, une fille, on avait nos émissions. Il y avait Catherine le vendredi soir. J'écoutais Fortier. Il y avait beaucoup de bonnes fictions, 4,5, Watatata. J'ai écouté plein de séries. Beaucoup de productions à l'époque, j'ai l'impression. Il y en a encore beaucoup. Encore beaucoup. Mais en fait, c'est surtout la notion de rendez-vous. On revenait de l'école, on voulait écouter 0340 ou les 100 watts. Il y avait des rendez-vous. Il y avait des émissions un peu incontournables que tout le monde écoutait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a moins cette notion de rendez-vous, ne serait-ce que parce que les gens l'écoutent plus en direct, la télé. Oui. C'est plus à 7h30 ce soir, c'est telle émission, il faut être à la maison pour pas la manquer. Il y a tellement de façons de reprendre les émissions, soit de les enregistrer ou même sur Nouveau, sur toutes les plateformes. Puis, le fait qu'il n'y ait pas de rendez-vous, veut pas,
c'est vraiment quelque chose de rassembleur, la télévision. Tu sais, on le voit quand on écoute le bye-bye le 31 au soir, le 31 décembre. On veut regarder toute la même chose en même temps, tu sais. Mais ça arrive plus aujourd'hui, tu sais. Ça arrive un peu avec, mettons, les matchs de hockey ou les matchs, tu sais, là, le Super Bowl s'en vient. Les matchs importants de sport, il y a certains rendez-vous, mais sinon, vu que ça peut être tellement à la carte puis qu'on peut écouter nos fictions en rafale quand on veut, il n'y a plus ce rendez-vous-là, puis ça fait en sorte que la télé traditionnelle, dans le format dans lequel elle a été aussi populaire, peut plus fonctionner, peut plus survivre de la même façon, tu sais. Ouais. Il va falloir qu'elle se réinvente. Puis ça veut pas dire qu'il faut en changer tous les codes, mais je pense que la façon dont elle est consommée a déjà changé, va continuer de changer. Puis il faut réfléchir aussi à comment on peut rentabiliser ça, parce que la télé, c'est bien beau, mais ça reste que c'est une industrie qui fonctionnait bien parce qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui écoutaient les émissions. Il y en avait beaucoup moins. Hein. On n'était pas abonné à Netflix, à des plateformes. C'était TVA, Radio-Canada, TQS, le nouveau Télé-Québec. Il y a pas Même tant le de joueurs. câble, Là. ça commençait, déjà... là. C'est pas tout le monde qui Non, l'avait. c'est ça. Fait qu'il y avait vraiment une notion de, tu sais, t'as 2-3 choix, c'est qu'est-ce que tu vas voir, tu sais. Quand tu regardes la programmation de ce qu'il y a au cinéma, choisir 1 ou 2 films qui te tentent, c'est pas si compliqué. Quand tu vas sur Netflix, des fois, tu peux passer une demi-heure à juste regarder des bandes annonces. Tu te noies dans les possibilités de contenu. Je pense que le problème de la télé québécoise en ce moment, c'est ça aussi, c'est que on a tellement d'options, il y a tellement de bonnes productions, mais qu'on n'a pas le temps de tout consommer. Ça fait baisser les codes d'écoute web ou télé parce que l'offre est tellement grande. Puis ça fait en sorte que, vu que les codes d'écoute baissent, ben la publicité aussi baisse. C'est comme ça qu'ils font de l'argent, hein, quand on voit les pubs, quand ils ont la publicité. Puis les publicités, c'est en fonction de combien de personnes vont les voir. Fait que si tout ça est réduit, ben on se retrouve à être dans un cercle vicieux il y a de moins en moins de gens qui regardent une production. Avant, il y avait plus de budget parce qu'il y avait moins de production. Fait qu'il était réparti en 3-4 prods. Mettons, maintenant, c'est sur 20. Fait que c'est sûr que là, on s'attend à avoir un contenu qui est supérieur ou égal, en tout cas, puis qui peut rivaliser avec ce qui se fait aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, partout. Puis, ben, de l'autre côté, nous, on fait ce qu'on peut ici avec ce qu'on a, puis on essaie de cultiver notre identité à travers tout ça, notre culture, mais c'est sûr qu'on peut pas rivaliser, là, au final, avec tout ça, tu sais. Mais je pense qu'il y a quelque chose de beau dans ce qui est la télé traditionnelle comme on l'a connue, parce qu'elle vient aussi avec un certain sentiment d'appartenance. Mais bien sûr. Je me souviens être tout petite puis vouloir écouter les parents parce que Oli, je le trouvais donc beau d'un parent, tu sais. Puis je savais que c'était mon rendez-vous à chaque semaine, à telle heure, devant mon émission. Je revenais de l'école, c'était tout le temps la même routine. J'avais telle émission. Puis je me rappelle que j'étais accrochée à ces émissions-là. Là. Après, j'allais voir... Moi, c'était comme l'époque des débuts des réseaux sociaux. Fait que j'allais voir les acteurs dans leur vie tous les jours. Ils ressemblent à quoi? C'est quoi leurs autres rôles dans d'autres séries, d'autres productions? Puis c'est vraiment quelque chose qui se perd, ce sentiment d'appartenance-là, parce que l'arrivée de l'instantanéité des productions, des vidéos, du contenu, ça a comme tout drainé ça. Il peut y avoir quelqu'un qui va être sur TikTok avec 1,3 million d'abonnés, mais jamais la personne va se faire autant reconnaître dans la rue que Joey Scarpellino. C'est ridicule, mais c'est ça. Oui, je pense qu'il y a le fait aussi que c'est dilué dans tellement de choses. On est habitué d'avoir beaucoup d'images, d'être stimulé. On va moins au cinéma. Puis je pense qu'une des raisons, c'est que c'est long, un film de 2 heures, à rien faire d'autre en même temps. Ouais. On est habitué de faire plein de choses en même temps, de regarder notre téléphone pendant qu'on regarde une émission ou pendant qu'on regarde un film, de manger en regardant autre chose. On est habitué d'être stimulé. Puis même si on va sur nos téléphones, je pense que les moyennes d'écoute d'un court vidéo, je pense que c'est 2 secondes. Là, ça va tellement vite. Puis de la même façon que les applications de rencontre, on est habitué. Il y a tellement de volume, on a tellement de choix qu'on ne fait plus l'acte de concentration de se dire je donne une chance à ça puis je l'écoute au complet. On fait de moins en moins ça. Ce qui fait que je pense effectivement que ça fait en sorte que il y a plus d'émissions phares, il n'y a plus de rendez-vous comme les parents l'ont peut-être été pour toi. Il y en a encore, là. Puis je pense que les producteurs font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de ramener ces rendez-vous-là puis le côté rassembleur. Mais il y en a de moins en moins. Ceci dit, si je peux me permettre, je pense que c'est tellement important de continuer de cultiver ça. Puis si la télé se transforme, même si ça va sur le web davantage ou que c'est présenté d'une autre façon,
je pense que c'est important de continuer de soutenir la culture qu'on a. J'interromps le podcast rapidement pour te parler de Carole Vintage. Si jamais tu cherches des vêtements Patagonia, Nike, The North Face, eh bien c'est fait pour toi. Personnellement, c'est mon endroit de prédilection pour magasiner des vêtements tendance et en plus de leurs 4 boutiques à travers le Québec, ils ont aussi un site web et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui le podcast offre 20% de rabais sur carole.shop en utilisant le code AMBITION20 tout en majuscule. Donc sur ce, je te souhaite bon magasinage. Tu sais, on est une province au Québec. C'est tout petit. La France a son industrie. Nous, on n'est pas avec le reste du Canada. On a nos chanteurs, on a nos musiciens au Québec. vrai. On a nos propres films, on a notre cinéma québécois. On a nos animateurs québécois, nos émissions québécoises. Il y a tellement de talent là-dedans. Mais c'est fou qu'on aille une culture pour un si petit... Tu sais, c'est grand le Québec, mais ça reste que c'est une province du Canada, tu sais. Puis les animateurs du Canada, on les connaît pas. On connaît nos animateurs, notre monde d'ici, ça nous ressemble. C'est nous qu'on voit à la télé, tu sais. Puis je pense que si la télé n'existe plus, ben c'est aussi ça va être aussi une façon de... Ben on va finir par regarder des contenus d'un peu partout dans le monde, tu sais, de continuer de regarder notre télévision. C'est une façon aussi de dire notre culture est importante pour nous, puis on continue de la célébrer, tu sais, je pense. Ouais. Puis dans un sens, quelles sont les solutions potentielles, à ton avis, pour que la télé se renouvelle puis qu'elle garde un public... Mon Dieu, si j'avais la réponse, je serais sûrement riche. Je sais pas, c'est quoi les Il n'y a solutions. pas de solution miracle. Hein. Ben, je veux dire, il y en a une qui est évoquée depuis quelques semaines, quelques mois par plein d'acteurs de l'industrie de la télévision, qui est de dire pourquoi on n'a pas une plateforme qui centralise les contenus québécois. Comme un Netflix, mais au Québec. Oui, qui ferait en sorte que Club Illico, que Tout TV, que Télé-Québec Web, que Nouveau, Crave, toutes les productions qui sont faites ici soient accessibles au même endroit, qu'on paierait un montant pour avoir accès à tout ça, puis que les redevances seraient données aux différents diffuseurs en fonction du nombre d'écoutes de chacune des émissions et non de l'abonnement. Mais ça demanderait beaucoup de... Que les diffuseurs mettent de l'eau dans leur vin, qu'ils acceptent de faire équipe, en fait, au lieu de s'affronter. Puis le problème, en ce moment, c'est que les diffuseurs essaient de tirer la couverte de leur bord, puis ils sont en quelque sorte en opposition. Tu sais, je pense que TVA, on le voit, c'est plus difficile par rapport aux autres chaînes, des fois, tu sais, de faire des compromis puis de rallier les gens. Je pense que t'as Radio-Canada, Bell puis TVA, là, tu sais, qui est un triangle. Si on mettait tout ça ensemble puis qu'on pouvait donner accès à la culture d'ici à un endroit, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde abonné, tu sais. Parce que les gens s'abonnent, n'ont pas nécessairement le câble chez eux, mais là, s'ils font « on s'abonne-tu à Crave? OK, on s'abonne-tu à Tout TV? Ouais, on s'abonne-tu à Club? » Il y a tellement d'options. S'il y en avait juste une puis on pouvait tout trouver, je pense que ça encouragerait vraiment les gens à consommer ici. J'ai écouté un extrait de Pierre-Luc Funk qui disait que l'une des solutions potentielles, ce serait de prendre plus de risques. Il donnait, par exemple, le fait qu'on achète des grandes productions des États-Unis, comme par exemple Euphoria. Puis l'exemple qu'il donnait, c'est qu'ils font des drogues sur un couteau, puis tout ça. Puis qu'au Québec, on a de la misère à justifier le fait de frapper quelqu'un dans l'émission Le Chalet sur lequel il a travaillé. Je vais mettre l'extrait à l'instant. Ce que je trouve plate, c'est qu'on laisse les autres prendre les risques puis on rachète les shows. Puis nous, quand on crée des shows, ben là, on a peur de prendre les risques. C'est nous, quand... je me rappelle quand j'ai tourné sur Le Chalet, tout ça, puis il faut justifier qu'un personnage en frappe un autre, mettons. Il faut qu'il s'excuse, puis il faut qu'il se sente mal, puis il faut qu'il... Et les jeunes sont sur Internet, entre toi et moi, ils envoient des affaires. C'est ça, c'est comme, c'est trop violent, c'est vraiment ça qu'on veut montrer aux jeunes. Dans ça, c'était comme, on a racheté le show Euphoria, puis là, t'es comme, ils font du fentanyl sur un couteau, puis c'est comme... C'est pas toi! Je comprends pas. Est-ce qu'on peut aussi prendre des risques nous-mêmes? Puis ramener les jeunes, puis essayer de prendre des risques pour intéresser ces jeunes-là à écouter du contenu d'ici. Bon point. Est-ce que, selon toi, ce qui évoque Pierre-Luc est vraiment une solution potentielle aussi? Ben oui, absolument. Mais c'est que le problème, c'est que les producteurs peuvent pas ou ne veulent pas se permettre ça. Parce que, en fait, moins les codes d'écoute sont élevés, plus on essaie d'avoir des émissions qui vont rassembler le plus de monde possible, qui va être un rendez-vous et qui va nous amener au-dessus de la barre du million, par exemple, pour le nombre d'écoutes, pour avoir de la publicité qui va être payante pour tout le monde. Le problème, c'est que plus on essaie d'avoir quelque chose de rassembleur qui fait l'unanimité, plus c'est dilué, plus on a quelque chose qui manque un peu de saveur, puis de punch, puis d'unicité, puis je pense qu'il est là le problème. Ceci dit, si je fais quelque chose de super niché, pointu, de très underground, de très champ gauche, par exemple, je vais perdre plein de monde en route, tu sais. Fait que oui, ça ferait des émissions qui ont une personnalité plus forte, plus assumée, qui auraient une couleur qui serait
beaucoup moins consensuel et qui aurait probablement beaucoup plus de force dans le concept. En même temps, les producteurs, les diffuseurs sont pas prêts à prendre ces risques-là parce que c'est pas dit qu'ils vont réussir à atteindre des codes d'écoute, ce qui est leur objectif. C'est tout ça le problème, Ouais. c'est le fait que ce soit l'industrie. Mais si on ne parle qu'en termes d'art, il manque assurément d'un bon coup de fouet dans tout ça là, pour dire Mhm. allons au bout de certaines idées puis essayons pas de faire ah oui mais là c'est violent, ah oui mais mais c'est Ils ça. ont trop t'sais. peur que le contenu soit polarisant dans un sens. Oui, puis c'est qu'on est un petit univers aussi au Québec, tu sais, c'est pas énorme. Fait que, tu sais, je pense qu'aux États-Unis, par exemple, on peut se permettre de quelque chose de très champ gauche puis aller chercher quand même plusieurs millions de personnes qui vont Mhm. suivre la série. Tu sais, nous, malheureusement, on n'est pas une si grosse gang. Fait que si on veut qu'il y ait beaucoup de monde qui soit là, il faut qu'on essaie de faire un peu l'unanimité. Ouais. Mais c'est que le problème, c'est qu'à vouloir plaire à tout le monde, on finit par perdre notre essence. Fait que je pense que c'est un peu ça qui soulignait. Puis oui, là, tu sais, les producteurs, ils essayent des fois d'en pousser des concepts un peu plus nichés, un peu plus complexes, un peu différents, mais souvent, ce qu'ils se font dire, c'est non par le diffuseur, Ouais. tu sais. Ouais. Je pense qu'un bon exemple de ça, ce serait la série Fugueuse, Ouais. qui ont osé prendre plus de risques, tu sais, aller aborder des sujets un petit peu plus controversés, dans un sens un Ouais. peu plus délicat. Mais c'est fou les retours que cette série-là a eu. Tu sais, cette série-là, Mhm. maintenant, est sur Netflix, mais tu sais, elle ferait tellement d'argent d'avoir les 2 saisons sur une plateforme qui est accessible à tout le monde au Québec. Toutes les émissions qui ont été super appréciées par tout le monde au Québec, puis de garder ce sens-là aussi de rassembleur, dans un Mhm. sens. Je trouve que c'est vraiment une belle idée, puis c'est ça, c'est le défi, c'est vraiment d'atténuer la compétition à travers tout ça. Puis c'est dommage parce que, dans un sens, c'est comme s'ils s'entretuaient Oui, aussi. c'est ça. Cette guerre-là va finir par c'est ça, les éliminer entre eux, tu sais, alors que Ouais. le but, ce serait plus de se mettre ensemble pour survivre, tu sais. J'ai Ouais. l'impression, mais en même temps, il y a plein de choses au niveau politique, j'imagine, que je connais pas, qui me permet pas de me prononcer avec, tu sais, tous les outils pour le faire, mais de ce que je connais, de ce que je vois, je pense que ça pourrait être une possibilité. Mais encore, tu sais, est-ce que c'est réaliste? Je sais pas. Ouais. Puis d'un point de vue un peu plus personnel, tantôt tu parlais de Véro, tu parlais de Julie Snyder, Ouais, qui à l'époque mettaient déjà leurs œufs dans plein de paniers différents. ouais. Toi-même, t'en es une qui met ses œufs dans plusieurs paniers différents dans les domaines de la communication. Mhm. Est-ce que, dans un sens, tu te diversifies professionnellement pour te créer un certain filet de sécurité au cas où que le domaine de la télévision ou qu'un domaine en particulier en prenne un coup? Assurément. C'est Ouais. sûr que oui. J'ai des intérêts pour toutes ces choses-là, par contre, que je fais. Mais quand j'ai commencé à écrire, en fait, c'est parce que j'avais pas de travail. Je suis sortie de mon baccalauréat. Je faisais des voix ici et là sur des séries traduites en français. Mais sinon, j'avais pas vraiment de travail. Puis, ben là, tu te retrouves avec 2 options. Soit tu vas travailler dans un café ou dans un resto, comme ce que tout le monde fait La en majorité art des quand il n'y a pas étudiants. de boulot. Ou ben, tu essaies d'inventer une autre façon de peut-être gagner ta vie qui est plus reliée à la création. Puis moi, ben, ça a été l'écriture. Mon premier livre, je l'avais commencé un peu avant mon bac avec une amie. On avait eu une idée d'un livre. On avait commencé à l'écrire ensemble. Puis c'était pendant l'été, quand on est rentré au bac, on a avorté cette idée-là. Elle avait dit, ah, moi, avec mon bac, j'ai pas le temps. Mais si tu veux, continue là. T'sais. Puis je m'étais dit, ah, j'écrirai pas un livre toute seule, finalement. Mais quand je suis sortie de mon bac, ben c'est ça, j'avais pas beaucoup de boulot. Puis je me disais, ben je pourrais essayer de le mener à terme puis de voir, tu sais, qu'est-ce que ça donne. Puis, ben, contre toute attente, j'ai réussi à le terminer, à le publier, puis à gagner un peu de sous avec ça, tu sais, parce que on s'entend que la littérature, c'est pas nécessairement là où tu vas nécessairement faire des milliers de dollars. Il faut en vendre beaucoup. Faut en vendre beaucoup. Un best-seller, c'est 3500 livres. Tu gagnes à peu près 2 par livre, 1,50. Fais le calcul, tu sais, selon fait le pas le nombre revenu d'heures à l'année, là. Non, selon, tu sais, si tu passes 3-4 ans à l'écrire, c'est pas nécessairement Non. rentable. Ceci dit, tu sais, quand t'en sors plusieurs, c'est les ventes de tous ces livres-là qui sont accumulés, puis ça finit par être un montant qui est, en tout cas pour moi, pour ma part, qui a été quand même considérable. En tout cas, je faisais tellement pas d'argent de toute façon à ce moment-là que tout mon temps était bienvenu. Mais tu sais, ça, plus un tournage ici et là, ou un plus gros contrat à un moment donné, ben là, j'écris moins. Puis là, si j'ai rien, ben je me remets plus à l'écriture. Tu sais, c'est vraiment un beau complément, surtout dans un milieu où tu es beaucoup dépendant des productions qu'il y a. Fait que oui, puis j'ai aussi découvert que c'était une passion pour moi, l'écriture. J'aime vraiment profondément ça. Fait que oui, c'est une façon aussi de me permettre de travailler.
Mais je pense que c'est aussi parce que j'ai besoin de m'accomplir. Tu sais, souvent, tu as des comédiens qui disent « je travaille pas », puis oui, je vais aller travailler dans un café parce que j'ai besoin d'argent, mais j'ai aussi le goût de travailler juste parce que j'aime pas ça, attendre que le téléphone sonne chez nous. Là. Tu sais, même si tu avais un gros contrat qui te donnait des sous pour couvrir tes quelques mois à venir, mais tu sais, de ne pas travailler, tu sais, on s'accomplit dans ce qu'on fait, on est stimulé, on est valorisé, on se valorise par rapport à nous-mêmes parce qu'on sait qu'on est capable d'accomplir des choses, on est en relation avec des collègues. Tu sais, quand tu es privé de ça, j'ai l'impression que tu es coupé de plein de choses. Ouais. Fait que je pense que c'est une façon aussi de continuer d'être stimulé, en fait. Tu sais. Oui, vraiment. Puis c'est une bonne façon aussi, justement, de diversifier les opportunités qui peuvent s'offrir à toi, autant que tu peux avoir une opportunité en télévision, autant qu'après, ça peut être pour une web-série, autant qu'après, ça peut être pour une coécriture d'un roman, quelqu'un qui a besoin que tu fasses sa première partie, là, le début de son roman, quoi que ce soit, que tu contribues à son histoire ou à le conseiller. Tu parles justement de tes livres. On te connaît pour tes romans Le vacarme des possibles, Tu peux toujours rester, Tu peux toujours courir, Les petites tempêtes, La théorie du dracontour, Rose des vents, etc. Dans ces derniers, tu abordes vraiment beaucoup de relations de couple, des relations envers toi-même, des relations amicales. Est-ce que ces romans-là sont inspirés de tes propres expériences personnelles? Ça dépend lesquels. Pas tous. Tu peux toujours courir. C'était 2 meilleures amies, puis j'avais eu cette idée de roman avec une de mes bonnes amies à l'époque, fait que ça nous avait tenté de mettre ça à l'honneur, mais c'était pas des personnages qui étaient nécessairement collés à nous. Il y en a une qui était une chanteuse, ni l'une ni l'autre ne chantions. Il y en a une qui donnait des cours dans un gym, mais les deux, on avait fait notre formation pour être prof dans des cours en groupe ensemble. On avait fait ça un été, fait que c'était un peu nous deux. Tu sais, on écrit aussi sur des choses qu'on connaît. On trouvait que c'était un univers le fun à visiter, l'univers de l'entraînement puis des gyms. Fait que c'est ça l'univers que j'ai visité, mais tout ce qui se passe là-dedans, c'est toutes des choses qui me sont pas arrivées parce que c'est d'un groupe de musique qui joue dans des mariages. Là, c'est absolument pas mon cas. Je sais pas jouer dans rien, de rien. Mais tu sais, il y a certains livres, par exemple, La théorie du dracontour, ça commence avec une peine d'amour. Puis à ce moment-là, quand j'ai commencé à écrire ça, je sortais d'une relation. Puis j'ai puisé, je dirais, dans mes émotions, dans ma tristesse, dans ce que je vivais pour écrire ça. Le personnage de Florence, c'est pas moi, mais il y a des passages que j'écrivais où elle était particulièrement triste. Disons qu'on dirait que quand tu vis, t'expérimentes ce genre d'émotions-là, c'est plus facile de les transposer que d'être super heureux puis faire « Ah, elle était triste aujourd'hui », tu sais, mais on dirait que t'es comme « C'est quoi être triste déjà? » Ah ouais, c'est comme je suis là, genre j'ai 2 cotons wattés que j'ai mis en roulement toute la semaine. C'est un bon exemple. Quand tu y vas avec des anecdotes ou des choses que tu vis ou que tu expérimentes, ça donne, je pense, un relief plus réaliste aux histoires. Le vacarme des possibles, c'était beaucoup plus près de ma vie, puis ça a été assumé comme ça. Tu sais, quand je l'ai écrit, c'est vraiment écrit au jeu. Ça parle de ma vie, ça parle de... Je fais des références à des tournages que je fais, fait que ça, c'était beaucoup plus près de moi. Puis les autres, non, c'est vraiment de la création. Ouais. Puis est-ce que ça t'a un peu découragé, l'aspect que c'était un petit peu moins payant que d'autres projets, par exemple? Est-ce que t'as un médium favori que si tu pouvais juste faire ça, tu te diversifierais, mais dans ce médium-là, L'animation, c'est définitivement mon favori. Je pense que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Quand j'étais à l'UQAM, je venais à Choc FM le matin bénévolement pour pratiquer le métier d'animatrice. Je le faisais dans mon bac, je le faisais à travers les jeux de la communication, de travailler certaines qualités d'intervieweuse. Moi, la rencontre avec les gens, c'est ce qui m'intéresse le plus. Tu le disais dans mes livres, je parle des relations. Notre relation par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, notre famille, nos relations amoureuses. Je pense que ce qui nous définit comme espèce animale, l'humain, c'est cette façon d'entrer en relation les uns les autres, notre façon de le gérer en communauté, socialement. Après ça, je pense que biologiquement, il y a plein d'espèces qu'on pourrait surveiller qui ont des relations particulières, mais il y a quand même quelque chose de très... chez l'humain, quelque chose de très développé dans l'éventail des émotions qui sont partagées. Il y a vraiment des relations très, 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 très fortes qui peuvent définir notre vie. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, qui m'intéresse, puis que j'aime explorer avec les gens. Quand on entre en relation comme animateur, on essaie de rapidement créer un lien avec quelqu'un d'autre, puis d'en découvrir plus sur cette personne-là, ce qui la passionne, ce qui l'intéresse, ce qui lui fait peur, ce qui la façonne comme humaine ou comme humain, tu sais. Fait que moi, ça, c'est ce que je préfère. Puis le métier d'animateur permet de rencontrer des gens de plein d'horizons aussi, tu sais, que je n'aurais pas nécessairement côtoyé. C'est vrai. Je pense à Allons boire ailleurs ou à Top 10 Insolite, 2 séries que j'ai animées qui m'ont permis de voyager, une en Europe de l'Est et une un peu partout dans le monde. Aller rencontrer des producteurs, des restaurateurs, des gens de partout qui nous parlent de leur réalité.
c'est pas quelque chose que tu vis nécessairement avec un métier traditionnel. Fait que pour moi, ça, c'est un très, très grand privilège. Puis c'est quelque chose que je ferais toute la vie, là, si je pouvais. Ouais. Ouais. Fait que justement, ma prochaine question était s'il y avait un de tes projets, un de tes contrats que tu pouvais refaire demain, là. Si tu avais la chance d'en choisir un parmi tout ce que tu as fait, ce serait lequel? Je vais te donner 2 réponses différentes à cette question-là, Parfait. parce qu'il y en a 2, mais pour des raisons complètement distinctes. OK. Allons boire ailleurs, c'est sûr que je le referais demain matin parce que c'était, en fait, une façon de découvrir la culture d'un pays à travers ses boissons et à travers les gens qui façonnent ces boissons-là. Donc, des producteurs de café, autant de la récolte de thé, des transformations d'une boisson alcoolisée, par exemple. Donc, autant la production ou les récoltes et de quelle façon on boit. Donc, de quelle façon on se retrouve en Italie, l'apéritivo, à quel point c'est important, le 5 à 7, le moment de s'asseoir ensemble, de quelle façon certaines boissons... Les traditions, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, on boit ça en famille, ou ça, à Noël, on prend ça, ou, tu sais, le vin chaud à Berlin, à Noël. Tu sais, comme chaque pays a ses traditions, autant culinaires que j'adore que... sociale, dans le fond. Fait que pour moi, ça, c'est le parfait lien entre la culture d'un endroit puis l'échange, la rencontre avec les gens. Fait que ça, j'aurais voulu faire le tour du monde avec ce projet-là, si j'avais pu. Ouais. Ça devait être un projet qui nécessitait beaucoup de budget, par contre. Oui, du budget, mais aussi beaucoup de recherche. C'était très historique. C'était vraiment une série documentaire. Mais, tu sais, c'était toutes petites équipes. Quand on se déplace comme ça, là, on est comme 3 ou 4 seulement, en comptant toute l'équipe technique et l'animateur. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est vraiment tout le monde met l'épaule à la roue pour que ça marche. Mais j'imagine que tu aimais ça aussi, peut-être le côté plus intime avec tes collègues, tu sais, dans le sens que vous étiez tous dans la même expérience, vous viviez toute la même expérience. Oui, puis quand la journée finit, tu sais, puis tu es à Tel Aviv, par exemple, tu sais, ça m'est arrivé, on est allé tourner en Israël, puis ta journée de tournage finie, puis tu t'en vas manger, puis tu expérimentes, en fait, ce dont tu as discuté pendant ta journée, de comment tu bois, comment tu consommes, comment les gens sont. Ouais. C'est vraiment... Puis c'est ça crée une belle énergie là, dans l'équipe. Là. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais il y a aussi Cochon dingue que j'ai fait pendant 6 ans. Puis ça a créé des liens tellement précieux que j'ai encore aujourd'hui avec les autres co-animateurs, avec les autres techniciens qui ont travaillé sur cette émission-là. Tu sais, c'est 6 ans d'une émission quotidienne. On a fait plus de 300 émissions. On a travaillé... beaucoup, mais tu sais, on arrivait à 6 h le matin, on repartait à 6 h le soir. Je passais toutes mes journées avec eux. Tu sais, ça crée une proximité. Tu sais, souvent, on le disait, on se voyait plus entre nous qu'on voyait nos familles ou nos chums. Tu sais, fait que ça crée vraiment un lien super fort. Puis vous étiez une famille, dans un sens. Vraiment une famille de travail. Puis c'était une émission qui était à la fois éducative, mais aussi très drôle. Il y avait des sketchs, on s'amusait. Fait que, tu sais, il y avait vraiment un mélange de grande rigueur sur ce plateau-là, mais aussi d'énormément de plaisir. Fait que ça, je pense que j'aurais pu continuer ça encore un bout de temps, Oui, mais c'était vraiment un beau projet. Moi, je sais que je l'écoutais assidûment quand j'étais plus jeune. Puis je me souviens à quel point c'était super pertinent comme émission. Puis c'est ça que je trouve le fun des émissions à Télé-Québec. C'est beaucoup des émissions qui ont une portée informative dans un sens, puis éducative envers les jeunes. Donc, c'est le fun qu'on perde pas ça parce que là... C'est important. Je veux rien dire par rapport à Charli D'Amelio, mais tu sais, à un moment donné, quand les jeunes sont juste sur TikTok à regarder des danses, c'est pas éducatif. Non. Ça les incite pas à développer ce sens-là de la persévérance, de l'ambition, puis de suivre leur passion à eux. Dépendamment de chaque jeune, bien évidemment. Mais généralement, je trouve que c'est moins propice à ça. D'un point de vue un petit peu plus... j'ai graffiné mon micro, je m'excuse, je vais recommencer. Reviens. D'un point de vue un petit peu plus peut-être négatif, est-ce qu'il y a un projet que tu as regretté avoir fait ou que tu te dis avec du recul, mon énergie aurait été plus bénéfique ailleurs, quoi que ce soit? Non, je pense pas que j'ai aucun regret, que j'ai aucun projet que je me dis « Ah, j'aurais pas dû le faire ». Puis je pense que... J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais... Même les expériences un peu moins heureuses, j'ai envie de dire que tu apprends. Souvent, tu apprends parce qu'il y a une raison pour laquelle tu apprends sur j'avais le feeling que j'avais pas envie de le faire puis je l'ai fait quand même, j'aurais pas dû. Tu apprends sur OK, j'aurais dû plus m'écouter, j'aurais dû suivre mon instinct ou ça me tentait pas de le faire parce que je trouvais que l'équipe avait pas l'air sérieuse. Finalement, elle l'était pas. OK, les prochaines fois, je vais poser plus de questions. Ça t'aide aussi à préciser ce que tu aimes, ce que tu as besoin dans un projet pour être bien puis de t'assurer que tu l'as dans les prochains. Fait que je pense que il n'y a rien qui a été catastrophique au point où je regrette de l'avoir fait. Puis est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner justement à Valérie qui n'avait pas encore tous ces apprentissages-là
qui commençait dans ses débuts, tu lui dirais quoi si tu avais la chance d'y parler? Oh là là! Hey, ça, c'est vraiment une colle. Je sais pas ce que je lui dirais. Je pense que je lui dirais de garder sa fougue, garder... tu sais, je pense que quand on vieillit, plus on prend en considération le côté financier, le stress. Est-ce que je vais assez travailler? Est-ce que mon temps est bien investi? Est-ce que, tu sais, les considérations d'adulte, de vie d'adulte, tu sais, je pense que de garder cette espèce de confiance-là, tu sais... des fois, il y en a qui doutent quand ils sont enfants, puis ils se forment une carapace puis une assurance. Moi, c'était le contraire. J'avais une grande assurance, puis pas que je l'ai perdue, mais plus tu vieillis, plus tu sais que tu sais pas grand-chose, plus finalement. réaliste, moins C'est ça. naïve. Fait que, mais en quelque sorte, de garder cette magie-là, cette détermination-là, parce que je pense que c'est une force, tu sais. Faut pas perdre ça. Puis des fois, quand on est trop dans notre tête ou qu'on réfléchit trop, qu'on est trop, est-ce que je devrais le faire comme ça? Est-ce que je devrais... On finit par perdre juste l'espèce de... Hey, j'ai le goût de jouer, on le fait dessus, tu sais, de garder l'intérêt, ça. cette folie-là. Ouais, Ouais. je pense que ce serait ça. Puis une petite question un peu délicate, mais je trouve quand même important de la poser. Est-ce que ça a été difficile en tant que femme de te démarquer dans le domaine des communications? Je sais qu'il y en a beaucoup des animatrices, mais ça doit quand même être plus difficile dans un sens de faire ses preuves. Est-ce que tu as déjà été victime de discrimination de ce côté-là? J'ai pas souvenir d'avoir vécu de discrimination. Je me souviens quand j'étais comédienne, quand j'ai commencé à travailler à l'adolescence comme comédienne, quand j'ai choisi de poursuivre mes études en animation, il y avait une des choses que je me disais, c'est je veux pouvoir me battre seulement avec mon talent, en fait, que mon talent gagne. Parce que quand tu es comédien, tu peux être 10 filles avec beaucoup de talent à passer l'audition, il y en a juste une qui décroche. Puis des fois, c'est des considérations de « Ah, mais elle ressemble pas assez à elle » ou « Il y a déjà 2 blondes dans l'émission, fait qu'on va en prendre une brune. » Tu sais, il y a plein de choses qui font que... C'est pas contre toi. Non, des fois, t'es super bon, mais t'arrives pas à te faufiler. Puis, tu sais, il y a plein de gens qui décident. C'est le producteur, le diffuseur, l'auteur. Fait qu'il y a tellement de choses qui font en sorte que tu pourrais ne pas arriver à tes fins. Puis je me disais, en animation... Ben, à part s'ils savent absolument qu'ils veulent un gars ou une fille, mais si tu fais une bonne chronique, que tu sois un gars ou une fille, ça change rien. T'es supposé être capable de te démarquer parce que t'es bon. Tu sais, tu vas être pris pour ça. Les aptitudes. Oui, puis c'est ce que je me disais. Puis pour moi, tu vois, c'était même pas... Je me disais pas, je risque de moins l'avoir parce que je suis une fille. Tu sais, au contraire, ça prend des gars puis des filles en télé. Là. S'il y avait des émissions, je sais que des gars, on créerait au scandale. Fait que... non, moi, j'ai pas eu de problème. Puis même dans les équipes non plus, j'ai pas senti de condescendance ou tout ça. Par contre... je pense qu'il y a certains endroits où on peut en remarquer encore, par exemple dans l'équité salariale. Je sais que c'est pas pareil partout. J'ai pas l'impression d'avoir été lésée là-dedans, mais peut-être que si je voyais le salaire de tous mes collègues masculins, je serais outrée. Je sais pas. Mais non, moi, j'ai pas concrètement vécu ça, mais... Non, je pense que non. Tant mieux pour moi. Oui, exact. Ouais. Parce que des fois, ça peut être présent dans certains domaines. Je sais que le domaine des communications, il y a quand même beaucoup de femmes, généralement. Ouais. Mais ça reste qu'il faut faire ses preuves. Puis des fois, qu'il y ait plus de femmes, ça instaure une certaine compétition qui n'est pas nécessaire, puis qui peut être très malsaine ou en décourager plusieurs aussi. Je sais pas si... Tu sais, on parle souvent de la compétition, mais moi, je sens pas ça. Je sens une grande sororité, en tout cas, dans mon entourage, peut-être des gens desquels je m'entoure, mais tu sais, les filles avec qui j'ai travaillé, tu sais, j'ai travaillé avec Eve-Marie Lortie à Salut Bonjour, qui s'en vient maintenant la semaine. C'est une capitaine incroyable, tellement rassembleuse, puis j'ai pas senti jamais de compétition féminine. Au contraire, je pense que les femmes qui sont déjà en poste sont contentes d'avoir arrivé d'autres, puis ont envie de voir une genre de relève arriver, tu sais. J'ai pas l'impression que je sens pas cette rivalité-là des femmes, les autres femmes avec qui j'ai travaillé aussi en radio, en télévision. Après, il y a des insécurités personnelles qui peuvent arriver, mais je pense pas que c'est le fait d'être une femme contre d'autres femmes. Marina Orsini disait récemment, je pense que sur le plateau de Je viens vers toi, je sens pas ça, moi, la compétition, puis j'étais assez d'accord avec elle. T'sais. Après, tu peux choisir de l'alimenter. Tu peux commencer à dire, elle est plus ci, plus ça, elle a eu plus de temps que moi, là. Non, tu sais. Puis j'ai travaillé avec des femmes, moi, tellement inspirantes. Eve-Marie, Marina aussi, que j'ai côtoyé dans Lancer Compte. Je pense à Émilie Perrault aussi à la radio, avec qui je fais des chroniques, qui sont pour moi des femmes tellement inspirantes puis qui laissent de la place vraiment aux femmes autour d'elles puis qui... en tout cas, j'ai jamais senti qu'elles se sentaient menacées par la présence d'autres femmes. Fait que ça me donne bien espoir. Oui, ça donne beaucoup d'espoir pour les prochaines générations. Vraiment. Pour la relève.
Est-ce que ça t'inquiète qu'il y ait un petit peu moins de relève dans les prochaines années? Il y en a quand même, mais dans le sens que ça peut en apeurer plusieurs. Qu'il y ait des instabilités par rapport à tout ce qui a été coupure avec Radio-Canada, avec TVA, le groupe TVA, toutes les coupures dans le domaine de la télévision, tu sais, autant pour les hommes que les femmes, tu sais, il y en a plusieurs qui se désistent malgré une passion pour ce domaine-là. Est-ce que ça t'inquiète? Non, t'as raison, c'est très instable. Fait que laissez-nous les postes. C'est ce que j'aurais envie de dire à toute la relève là, qui pourrait se présenter. Non, je fais des farces, mais non, mais je pense pas. Je pense que, tu sais, c'est des métiers de cœur, hein. Puis, tu sais, des métiers de cœur, pas que c'est pas rationnel, mais tu sais, si ta seule motivation de venir là, c'était que tu avais un travail potentiellement garanti ou une certitude de gagner un minimum d'argent, puis que ça te décourage pour ça, j'ai envie de dire que c'est pas une mauvaise affaire. Pas dans le bon domaine. Non, parce que, tu sais, oui, il faut gagner sa vie à un moment donné, puis il faut être réaliste. Ceci dit, je pense que quand on est passionné puis qu'on veut beaucoup, ben on va au moins essayer. Tu sais, je te dis pas de s'acharner pendant des années s'il n'y a pas d'ouverture. C'est correct de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, de se garder des options, mais je pense quand même que quand on veut vraiment faire quelque chose, qu'on a la flamme, ben il faut pas l'éteindre. Oui, ça, c'est vrai. Je suis vraiment d'accord avec ça. Puis autant que tout le monde dit « Ah, c'est instable, c'est instable », tu sais, ça reste que si tu as le petit feu en dedans de toi qui te dit « Hey, c'est la bonne chose à faire pour toi, lance-toi, on verra où est-ce que ça te mène », bien, au moins, tu vas avoir la satisfaction d'avoir essayé puis d'avoir mené cette idée-là ou cette ambition-là à bien, puis tu peux pas le regretter après. Le seul regret que tu peux avoir, c'est si tu n'essayes pas. Exactement. Fait que... Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Exactement. Ouais. Sur cette belle note, dernière petite question pour toi, c'est quoi tes aspirations pour les prochaines années? Bonne question. On parle beaucoup de l'instabilité, mais ça reste que ça peut affecter tout le monde. Est-ce que il y a des projets dont tu rêves, que c'est sûr que tu aimerais faire dans ta carrière ou des projets que tu as en ce moment que tu veux garder sur le long terme? Bien, continuer d'écrire. Je pense que ça va continuer de faire partie de ma vie pour longtemps. L'animation, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Fait que j'aimerais ça avoir un beau défi en télévision, en animation, quel qu'il soit. Je pense d'avoir juste un projet qui me stimule puis qui me prend beaucoup de temps, là, dans lequel plonger, là, puis être vraiment un peu en immersion. Là, ça me tenterait vraiment là, pour 2024. Je me le souhaite. Puis sinon, de continuer d'avoir des opportunités, des belles rencontres, puis de continuer d'évoluer en tant qu'humaine au-delà du travail, dans la vie avec ma famille, mes amis, mes proches, de continuer de grandir parce que c'est bien le travail, mais il n'y a pas juste ça aussi. Mais non, c'est sûr. C'est vraiment important qu'on soit bien entouré parce que sinon, c'est difficile de performer au travail. On a commencé en parlant et on finit le podcast en parlant. Où est-ce qu'on peut te suivre pour tes prochains projets, tes plateformes? Bien, sur mes réseaux sociaux, Val Chevalier sur Instagram, sur Facebook aussi. Cupidonne Bonjour, qui est mon nouveau projet web où on peut me suivre. Je match des garçons célibataires avec les jeunes femmes. Fait que si vous êtes célibataire, messieurs, écrivez-moi. Et mesdames, si vous voulez regarder les profils, on va en présenter quelques-uns dans les prochaines semaines. Fait que super. Cupidonne Bonjour. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup à toi d'être passé au podcast. C'est un honneur de te recevoir. T'es un beau modèle d'ambition, une belle femme d'affaires aussi dans un sens qui vit de sa passion puis qui a réussi à s'accomplir en mettant les efforts nécessaires. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont être inspirées par notre conversation. Pour tout le monde qui écoute le podcast en ce moment, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode. Je vous invite à suivre le podcast sur TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts et toute autre plateforme de balado-diffusion. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye! Merci. Petit rappel que tu as 20% sur toute la boutique en ligne carole.shop avec le code AMBITION20 tout en majuscule. Donc profite-en puis commande les plus beaux morceaux vintage dès maintenant.